Bonsoir. Après 4 années de négociations, l'heure était aux célébrations ce week-end à Niamey au Niger, où l'on a assisté au lancement symbolique de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine. Un projet phare imaginé par les pères fondateurs de l'ancêtre de l'Union africaine, dont les pays membres ont signé l'accord. Un accord qui doit constituer un pas vers la paix et la prospérité en Afrique et créer le plus grand espace commercial au monde. Plus de précisions avec Blanche Sano. La plaque commémorative dévoilée. À tour de rôle, les chefs d'État du continent ont sonné les 5 instruments opérationnels pour officialiser la première phase de l'accord. La zone de libre-échange continentale africaine se réunira au moins 2 fois par an en Conseil des ministres, composé des ministres africains du commerce chargés d'assurer sa mise en œuvre. Un vent nouveau souffle désormais sur l'économie des pays membres de l'institution, selon les organisateurs. La zone de libre-échange continentale, c'est la voie de la prospérité pour l'Afrique. C'est la mise en place d'un marché, d'un vaste marché, le marché le plus vaste du monde. Un marché de 1,2 milliard de consommateurs actuellement. Et ça sera 1,7 milliard de consommateurs en 2030. Ça sera 2,5 milliards de consommateurs en 2050. Pour les dirigeants africains, ce nouveau pacte a déjà mobilisé tous les peuples du continent autour de la question de la croissance économique régionale. Une année à peine, le nombre de signatures est passé à 52. Et avec la signature tout à l'heure du Bénin et du Nigeria, nous sommes à 54 sur 55. Donc la presque totalité des membres de notre Union. Nous avons enregistré aussi avec les dernières remises des instruments 27 ratifications. Seul l'Érythrée n'a pas encore signé l'accord. Les négociations se poursuivent en coulisses sur la mise en œuvre progressive de la ZLEC. Selon le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le chemin est encore long et les discussions s'intensifient, notamment sur le calendrier des réductions des taxes douanières, mais aussi sur les biens importés de l'étranger par des pays membres de la ZLEC. Dans tous les cas, le marché devrait être actif à partir de 2020. Pour parler de cette actualité, retrouvons Ibrahima Kane. Vous êtes chargé du plaidoyer auprès de l'Union africaine pour Open Society et vous êtes en direct de Dakar. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. La phase opérationnelle, on le disait, de la zone de libre-échange continentale africaine a donc symboliquement été lancée au Niger. Quels sont pour vous les enseignements ou les leçons à tirer de ce sommet de Niamey? D'abord que lorsque les États africains sont vraiment engagés pour mener un combat, ils peuvent le gagner. Ils ont tous, 54 pays qui ont signé, montré que cet acte-là qu'ils viennent de poser à Niamey est un acte important pour l'intégration africaine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le 7 juillet maintenant a été déclaré journée de l'Union de l'intégration africaine. Et je pense que maintenant le pli est pris pour vraiment une intégration ordonnée du continent. Alors, 54 des 55 pays africains vont constituer ce nouveau marché qui doit constituer à terme le plus grand marché du monde avec, tenez-vous bien, près de 1,2 milliard de personnes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, à votre avis, pour faire de cette zone un succès? Vous savez, comme a dit votre collègue tout à l'heure, on n'est qu'à la première phase du processus, qui est la phase vraiment du commerce des biens et des services. Il reste des aspects importants comme l'investissement, comme les politiques de compétition entre États, la propriété intellectuelle, qui sont des éléments très, très, très importants quand on veut faire du commerce entre États africains. Et le dernier point qui me paraît le plus essentiel, c'est que les biens ne voyagent pas seuls. Les biens voyagent avec des humains. Or, le protocole sur la libre circulation des personnes n'a obtenu que 3 ratifications après 1 an d'adoption. Donc, vous savez qu'il y a encore du chemin à parcourir. J'espère que tout le monde est en conscience des enjeux. Des efforts seront faits dans ce domaine-là. Et très brièvement, peut-on dire que l'Afrique sera désormais mieux placée pour négocier d'une seule voix certains accords commerciaux et tirer la couverture de son côté? Les éléments sont là pour que l'Afrique parle d'une seule voix. À cette réunion, on a créé un secrétariat
qui est basé au Ghana. On a mis en place un observatoire. Donc, tous les éléments, l'Union africaine dispose d'un certain nombre d'outils qui vont lui permettre de proposer aux États d'adopter des positions communes par rapport aux questions économiques internationales. Et c'est ça aussi vraiment une des avancées qu'on a observées dans la réalisation de cette ZLECA. Et on suivra tout cela au cours des mois et années à venir. Ibrahima Kane, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chargé du plaidoyer auprès de l'Union africaine pour Open Society et vous étiez en direct de Dakar. Téhéran annonce ce lundi qu'il produisait désormais de l'uranium enrichi à au moins 4,5%, au-delà de la limite autorisée par l'accord de 2015 sur son programme nucléaire. Ce nouveau cap de désengagement iranien arrive en réponse au rétablissement des sanctions américaines et fait figure de mise en garde pour les Européens contre toute réaction de leur part qui contribuerait à une escalade des tensions. Plus de détails avec Dili Diko. L'annonce par l'Iran d'un enrichissement de l'uranium flirtant avec les 5% a immédiatement fait réagir les différentes parties, y compris les États-Unis, dont le retrait de l'accord en mai 2018 a fait couler beaucoup d'encre. L'Iran devrait faire attention. Lorsque vous enrichissez de l'uranium, c'est pour une raison précise. Je ne vous dirai pas laquelle, mais ce n'est pas une bonne raison. Il devrait faire très attention. L'Union européenne, quant à elle, s'est dite très préoccupée. Nous avons appelé l'Iran à ne pas prendre d'autres mesures pouvant saper l'accord sur le nucléaire. Nous exhortons fermement l'Iran à arrêter et annuler toutes les activités contraires aux engagements pris dans le cadre de l'accord de 2015. Cela inclut également la production d'uranium enrichi au-delà des limites imposées par le pacte. En vertu de l'accord de Vienne, l'Iran ne pouvait enrichir de l'uranium qu'à hauteur de 3,67%, ce qui lui permettait d'alimenter des centrales pour la production d'électricité, mais qui reste bien en deçà du niveau requis pour fabriquer une bombe atomique. Néanmoins, ce nouveau cap représente une étape technique importante permettant d'atteindre rapidement des concentrations supérieures, d'où l'inquiétude des grandes puissances. La décision iranienne d'accroître son taux d'enrichissement n'est cependant pas anodine. C'est d'une part une réponse au retrait des États-Unis du traité et également une riposte aux sanctions économiques américaines qui privent l'Iran des bénéfices économiques attendus du pacte de 2015. Dans ce contexte tendu, Téhéran a donc été très clair sur sa position. Nous n'avons aucun espoir ni aucune confiance en qui que ce soit, ni en aucun pays, mais la porte de la diplomatie est ouverte. Désormais, Téhéran fait porter aux Européens la responsabilité de la survie de l'accord de Vienne. Et les officiels attendent de voir si cette décision audacieuse va porter ses fruits en donnant lieu, qui sait, à une levée des sanctions. À propos des États-Unis, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est dite ce lundi choquée par les conditions de détention des migrants aux États-Unis, soulignant par ailleurs que les enfants ne devraient jamais être séparés de leur famille. Plusieurs organes des Nations Unies chargés des droits humains ont fait valoir que la détention d'enfants migrants pouvait constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant interdit par le droit international. Dans le même registre, il y a 2 semaines, le président des États-Unis a demandé aux démocrates de remédier aux lacunes des lois sur l'asile. Dans le cas contraire, Donald Trump a fait savoir que les autorités fédérales expulseraient des millions d'immigrés sans papier. Depuis lors, les communautés d'immigrants protestent, mais certains Américains estiment que ces expulsions auraient dû avoir lieu il y a longtemps. Reportage Schuller-Ogden, récit Morgan Guiriec. Devant les services d'immigration de Fairfax, en Virginie, des défenseurs des droits des immigrants demandent qu'on arrête de les pourchasser. Ils scandent « sans papier, sans peur » et font partie d'un groupe de militants, d'immigrés et de défenseurs des droits de l'homme. Ils ont été galvanisés par un tweet du président Trump le 17 juin, menaçant d'expulser des millions de sans-papiers, à moins que les démocrates du Congrès ne corrigent les lacunes des lois d'asile aux États-Unis. Il leur a donné un délai de 2 semaines.
La plupart des immigrants appréhendés à la frontière sud qui ne sont pas autorisés à entrer dans le pays peuvent être rapidement expulsés. Mais s'ils présentent une demande d'asile, le processus prend beaucoup plus de temps. Nombre d'entre eux sont ensuite autorisés à entrer aux États-Unis alors qu'ils demandent l'asile. Donc dans l'esprit du président, c'est une faille de notre système de sécurité car il permet aux gens d'entrer dans le pays. Ce n'est pas la première fois que le président Trump menace de procéder à des expulsions massives. Peu de temps après son investiture, en janvier 2017, il avait annoncé qu'il ferait partir 3 millions d'immigrés sans papier et ayant un casier judiciaire. Cela n'est jamais arrivé, mais la menace plane. C'est très traumatisant. C'est quelque chose que nous, les immigrés, ressentons dans nos os et dans notre sang. Chaque fois que nous voyons les nouvelles, nous savons que ces politiques nous visent. C'est une société de suprémacistes blancs et un gouvernement raciste, donc cela nous vise. Pas seulement les Salvadoriens, mais les gens de couleur, les Noirs aussi. Néanmoins, certains Américains pensent que les expulsions auraient dû avoir lieu il y a longtemps. Nous ne sommes pas protégés contre l'invasion. J'ai le droit de souhaiter que les lois en vigueur aux États-Unis qui exigent que les immigrants clandestins soient renvoyés dans leur pays d'origine soient appliquées. Cela ne se produit pas. J'ai le droit de vouloir que les lois qui empêchent les employeurs d'embaucher des immigrants illégaux soient appliquées. Cela ne se produit pas. Bien que le Congrès ait adopté une enveloppe d'aide humanitaire de 4,6 milliards de dollars avant de partir en vacances, il n'a pas encore adopté de texte sur l'asile. À l'approche du délai de 2 semaines donné par le président Trump, les sans-papiers des États-Unis sont donc dans l'incertitude. C'est lundi et Afrotech est au rendez-vous avec Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma, bienvenue. Merci, bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Alors Google a annoncé la construction de nouveaux câbles sous-marins privés qui reliera l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Portugal. Le câble sera construit par Alcatel Submarine Networks et l'achèvement de la première phase du projet est prévu pour 2021. Google note qu'Equiano, du nom de l'écrivain et abolitionniste d'origine nigériane Olaudah Equiano, sera le premier câble sous-marin utilisant la commutation optique au niveau des paires de fibres. C'est une technique qui facilite l'allocation de la capacité en fonction des besoins. Il s'agit là du 3e câble privé du géant Internet après Dunan en Europe, qui relie l'Europe et les États-Unis, et Curie, qui relie les États-Unis au Chili. Et puis, dans une autre étude récente, l'Union internationale des télécommunications a dit que l'Afrique a enregistré la plus forte croissance de l'utilisation d'Internet au monde entre 2005 et 2018. Arzouma, chaque semaine, un focus de la semaine. Tout à fait, John. Dans notre focus de la semaine, nous allons à la découverte de la société privée kenyane de conservation Olpejeta qui abrite, tenez-vous bien, les 2 derniers rhinocéros blancs du Nord au monde. Alors, pour lutter plus efficacement contre le braconnage, le centre a développé un système de détection à base de caméras, comme nous l'explique Damian Otieno, ingénieur en charge du laboratoire technologique d'Olpejeta. Si des braconniers arrivent dans la zone surveillée aujourd'hui ou même maintenant, cet appareil les capturera et nous dira combien de personnes il y a et ce qu'elles transportent. Et nous pouvons effectivement envoyer nos équipes de sécurité pour les arrêter avant même qu'elles ne fassent du braconnage. Voilà un exemple qui pourrait bien être utilisé dans beaucoup d'autres parcs à travers le continent. Voilà, chaque semaine, Afrotech, c'est des folies d'invention. On va terminer, John, avec la toute dernière tendance en matière de shopping. Désormais, vous pourrez faire vos courses en compagnie de votre caddie personnel intelligent avec un robot conçu comme par exemple celui de TwinShield. Plus besoin de pousser votre charge à travers les allées. Vos courses vous suivront partout. La technologie utilisée permet au robot de se géolocaliser tout en suivant toujours la même personne. Petite précision quand même, en face d'une foule dense, il pourrait y avoir du mal parce que le robot est codé pour ne faire mal à personne. Et oui, votre caddie intelligent est doté d'une barrière de sécurité tout autour de lui, appelée pare-choc virtuel, qui lui permet d'éviter d'éventuels accidents. Et voilà, c'est tout pour votre Afrotech de cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Arzouma, on reste avec vous à travers ce reportage que vous avez réalisé pour nous. Détestez-vous plier des vêtements? Eh bien, 2 jeunes innovateurs nigériens du centre de codage Naja Code Kit dans le sud du Nigeria ont une solution pour vous. Ils veulent
tous les deux poursuivre leur avenir dans la robotique pour aider les gens à résoudre leurs problèmes quotidiens. Arzouma Compaoré nous en dit plus. Abdoulaye souhaitait créer quelque chose qui faciliterait un peu plus les tâches quotidiennes, après avoir constaté à quel point cela prenait beaucoup de temps pour sa famille. C'est ainsi qu'avec Owulatomilola Owolola, elle a conçu un robot capable de plier le linge et surnommé robot t-shirt. C'est le plieur de t-shirts. Je l'ai conçu parce qu'il y a trop de vêtements à plier le samedi et le dimanche quand on fait beaucoup de lessive. Je l'ai fabriqué avec des épingles, des poutres et de la brique EV3. Le robot plie un t-shirt en 3 secondes. Pour le moment, ce n'est qu'un prototype, mais Abdoulaye et Owolola, âgés tous les deux de 12 ans, espèrent commencer à en développer davantage pour le marché local. Le langage de programmation qui m'intéresse est le langage de programmation EV3 et mon prochain projet sera le fabricant de bracelets. Owolola a également d'autres projets de création et vient de dévoiler sa dernière innovation, un robot agrippeur qui détecte les objets situés à proximité et les soulève. Je suis un programmeur et je construis des robots. Par exemple, le robot agrippeur. Je veux devenir ingénieur en robotique. Mes parents sont d'accord sur ce choix de carrière. Ils l'ont accepté parce qu'ils ont vu à quel point j'aime coder et construire des robots. Et ils savent que c'est ma passion. Abdoulaye et Owolola ont commencé à apprendre à coder il y a 2 ans au Naija Code Kids, un centre de codage fondé dans le sud du Nigeria par Ugochukwu Nkwocha. Après son retour du Royaume-Uni, ce dernier a voulu doter les enfants nigérians de connaissances de base en technologie, comme il l'avait vu au Royaume-Uni. Il dirige des programmes de codage depuis 3 ans et a dispensé des cours à environ 1500 enfants jusqu'à présent. La phase suivante consistera à passer de l'étape de prototype à de véritables produits pouvant maintenant être vendus sur le marché pour que les gens puissent les acheter et les utiliser chez eux ou pour résoudre leurs propres problèmes. C'est la prochaine étape. Les analystes estiment que l'innovation technologique est un moyen rapide d'atteindre une croissance et un développement économique durable et qu'elle devrait être davantage exploitée pour aider le Nigeria à être moins dépendant du pétrole. Et Yacouba Ouedraogo est en poste pour les sports et vous êtes un homme heureux. Ce soir, la Côte d'Ivoire est en quart de finale et le Mali n'a pas pu briser le sille indien. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, chers amis sportifs. Effectivement, la Côte d'Ivoire rejoint donc l'Algérie en quart de finale. Les éléphants ont battu le Mali 1-0 en 8e de finale donc à Suez et affronteront les Fennecs algériens en quart jeudi. Ils ont peiné pour écarter les aigles maliens. Auteur d'une belle phase de poule, dominateur en première période. Eh bien, les Maliens ont été solides jusqu'à la 76e minute et le but du milieu offensif Wilfried Zaha, son deuxième dans la compétition. Les Ivoiriens, vainqueurs de la CAN en 1992 et 2015, avaient été éliminés dès le premier tour lors de la dernière édition. Le second 8e de finale de ce jour oppose présentement le Ghana à la Tunisie. C'est la mi-temps et le score est de 0-0 entre Ghanéens et Tunisiens. Le week-end a été marqué par des coups de tonnerre. Déjà vendredi, la grosse sensation est venue de l'élimination du Maroc, l'un des favoris annoncés par le Bénin. Le Sénégal a par contre fait respecter son statut devant l'Ouganda. C'est surtout samedi que les grosses équipes ont reçu des coups de massue avec la victoire surprenante de la repêchée équipe sud-africaine face au pays hôte, l'Égypte. Puis la sortie du tenant du titre camerounais par le Nigeria héroïque. Dimanche, la saignée des favoris sur papier, en tout cas, a continué avec la victoire de Madagascar devant la République démocratique du Congo au bout des tirs au but, même si l'Algérie, désormais favorite, a rappelé les outsiders à l'ordre avec sa nette victoire 3-0 face à la formation guinéenne. Et donc, je le disais, on ne peut plus arrêter les barrières, et vous l'avez sans doute remarqué. Madagascar, donc novice à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique des Nations, est encore après avoir éliminé la République démocratique du Congo au tir au but. Hier, donc, à Alexandrie, les Malgaches disent vouloir continuer de rêver, éveiller, s'il vous plaît, comme le disait leur sélectionneur Nicolas Dupuis. Et c'était sous les yeux de qui? Le président malgache Ange Radjoel, qui a affrété un avion spécial pour les supporters et qui s'est lui-même déplacé sur place, donc, en Égypte. Le tableau des quarts de finale affiche presque complet. Il n'y aura pas de match demain.
Les rencontres de ces cas commencent mercredi avec un duel ouest-africain Sénégal-Bénin à 16h temps universel et à 19h, le bourreau sud-africain du pays hôte feront face au Nigeria, vainqueur du tenant du titre. Jeudi, la Côte d'Ivoire jouera l'équipe en forme de cette CAN. L'Algérie et Madagascar connaîtra son adversaire donc à l'issue du match en cours entre le Ghana et la Tunisie. Je rappelle, le score est de 0-0 entre Ghanéens et Tunisiens. Du football féminin, pour finir, vous le savez, les États-Unis sont restés sur le toit du monde. Team USA a réussi à conserver son titre de championne en dominant les championnes d'Europe en titre, les Néerlandaises battues 2-0 en finale hier à Lyon en France. Ce mondial féminin France 2019 a suscité beaucoup d'engouement et aussi un regard nouveau sur le football féminin. Suivez. 13-0 contre la Thaïlande, les Américaines avaient donné le ton dès le début du tournoi. Même si la suite fut plus disputée, la Team USA s'est offert le pays hôte, la France, en quart, avant un alléchant États-Unis-Angleterre en demi, remporté au bout du suspense. En finale, face aux Néerlandaises, ce ne fut pas le meilleur football, mais les Américaines ont dicté leur réalisme aux Pays-Bas qui se sont inclinés sur des buts de l'emblématique capitaine Megan Rapinoe, élue meilleure joueuse du tournoi, et de Rose Lavelle. Les États-Unis décrochent ainsi une 4e Coupe du Monde après 1991, 1999 et 2015. Tout de suite, la Maison-Blanche a réagi à travers un tweet du président américain. Félicitations à l'équipe américaine de football féminin pour avoir remporté la Coupe du Monde. Jeu excellent et passionnant. L'Amérique est fière de vous toutes. Reste à savoir si Donald Trump va inviter les joueuses à la Maison-Blanche, car la capitaine Megan Rapinoe, engagée dans la lutte contre les discriminations, a déjà annoncé qu'elle boycotterait un tel rendez-vous, tout comme la défenseure Ali Krieger. Au-delà de cette polémique purement américaine, jamais une Coupe du Monde féminine n'aura été autant suivie à la télévision. La FIFA évoque une audience de plus d'1 milliard, 2 fois supérieure à celle du Mondial 2015. Les stades ont attiré un public souvent nombreux, 74% en moyenne. Le foot féminin suscite désormais un nouveau regard. Je suis si fière, j'ai joué au football toute ma vie et je suis vraiment fière de ces femmes et de ce qu'elles ont fait. Un beau travail qui mérite d'être reconnu et valorisé au même titre que celui des hommes, surtout sur le plan des revenus. Les 24 équipes du Mondial 2019 se sont partagées 30 millions de dollars contre 400 millions pour les hommes à la Coupe du Monde 2018. Dans le stade, après la finale, des supporters ont crié « École Pays » pour réclamer l'égalité salariale femmes-hommes. C'est peut-être aussi du sport. Merci Yacouba. C'est peut-être aussi du sport, mais un sport dangereux à présent. Parlons de taureaux, précisément de la deuxième course de taureaux de la semaine du Festival des taureaux de San Fermín à Pampelune, en Espagne. C'est une traditionnelle course qui réunit chaque année des milliers de coureurs, la plupart vêtus de blanc, coiffés d'un foulard rouge vif. Ceux-ci parcourent les rues étroites et pavées sous les applaudissements du public. Un véritable spectacle suivi donc par le public et qui donne certes du plaisir aux spectateurs, mais il arrive aussi que ces gens se blessent ou souffrent des traumatismes. C'est ce qui, selon la Croix-Rouge, est arrivé depuis hier à 3 jours où 3 personnes ont donc été blessées. La compétition va se poursuivre toute cette semaine si cette course des taureaux attire des milliers de touristes locaux et internationaux. Elle anime régulièrement un débat sur le traitement réservé aux animaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.